On t'écoute. Ouais, ça va. Le candidat peut être tué dans cette situation, peut mourir. Youth people, so much I started to get so profane that, and still people didn't say anything. Il n'y a rien de malsain à détruire JP pour du buzz. Et ça, c'est la phrase du live, les amis. Merci pour cette intervention. Super. Ouais, super. Et si je vous disais que la mort de Jean Portmanoff n'a rien de choquant? Si je vous dis qu'il s'agit d'un phénomène sociétal dont l'origine remonte à bien plus longtemps que vous ne l'imaginez, est-ce que ça vous étonnerait? Pourtant, c'est la réalité. Voici la chronique de la mort annoncée de notre humanité. Bonjour mes petits jambons, j'espère que vous allez bien. Je bossais tranquillement sur ma prochaine vidéo quand le scandale autour de la mort de Jean Portmanoff a explosé littéralement à la face du monde. Encore une fois, je ne peux pas me taire car les questions que ça soulève et les réactions que ça génère sont beaucoup trop graves pour les mettre sous le tapis comme si rien ne s'était passé. Pour ceux qui vivent dans un multivers où Internet n'existe pas, je vais vous résumer tout ça brièvement. Les autres, vous pouvez aller directement à cette watch time que je mettrai également en barre d'infos. Dans le bras, dans la jambe, dans la cuisse. Lui, c'était le streamer Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Portmanov ou JP. Il est décédé dans son sommeil à 46 ans, dans la nuit du 17 au 18 août, en plein live sur Kick, concurrent de Twitch aux limites et à la modération beaucoup plus floue. Après plus de 290 heures de live, ses collègues le retrouvent inanimé dans son lit lundi matin, quelques secondes avant l'interruption du live. Une quarantaine de minutes plus tôt, certains derrière leurs écrans ont pu voir et entendre son dernier souffle. Dans le chat, d'autres envoient des emojis suggérant que le Niçois est déjà sous leurs yeux. Un drame loin d'être anodin qui vient mettre fin à plusieurs mois d'humiliation, de violence et de maltraitance quasi quotidienne pour l'homme en direct sur l'une des chaînes françaises les plus suivies. C'est sa chaîne qui occupait la première place du classement Kick français et de loin. Sur la plateforme, il faisait aussi partie d'une autre chaîne, baptisée Le Local, un groupe de 4 streamers. Naruto, Safin, Kudu, un homme handicapé et sous curatelle, et JP, un ancien militaire à la santé fragile. Dans le groupe, les deux derniers sont les souffres-douleurs des premiers. C'est d'ailleurs ce qu'appuyait déjà une enquête de Mediapart fin décembre. Le média parlait de concepts humiliants et de mécaniques de violence nourrie et relancée par le chat. En détresse, JP a plusieurs fois craqué en plein live. Après l'enquête de Mediapart, c'est dans le viseur de la justice qu'avait fini la chaîne. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 16 décembre par le parquet de Nice contre Safin et Naruto. Ils étaient notamment soupçonnés de violences volontaires en réunion sur des personnes vulnérables, comme effectuer un signalement sur la plateforme Pharos. Elle a aussi contacté les responsables de Kick pour obtenir des explications. En décembre dernier, Mediapart avait pourtant tenté de joindre la ministre sur ce sujet. Elle ne leur avait pas répondu. À ce stade, on peut identifier 2 coupables évidents. D'un côté, on a Naruto et Safin, et de l'autre, on a la plateforme Kick qui a capitalisé sur la mort d'un homme sciemment. Mais je rajouterai 4 autres entités qui, selon moi, sont tout aussi coupables, si ce n'est plus. À savoir, les abonnés du local, tous ceux qui ont délibérément fermé les yeux sans intervenir, l'industrie du divertissement en général, et enfin, nous. Oui. Toi et moi, nous avons involontairement posé notre pierre à ce triste édifice et je vais vous expliquer comment nous avons tous été piégés. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, alors attention, ça va piquer ce que je vais dire. Il n'y a pas de spectacle sans spectateur, pas de stream sans viewer, pas d'OnlyFans sans fan, pas de contenu pédographique sans fil. Ce qui veut dire ceci. Vous êtes responsable du contenu que vous consommez. Je dirais même que vous créez le contenu que vous consommez. Sans vous, ces contenus n'existeraient pas, hein ? Considérez ceci. L'argent n'a pas de morale. Un business se crée là où il y a de la demande. Point. Les algorithmes, c'est pareil. Ils repèrent ce qui génère des vues et des réactions, et c'est ça qu'ils vont mettre en avant. Par exemple, si les gens étaient tous fascinés par les hiboux, Internet serait rempli de contenu sur les hiboux. Alors ce serait très chouette, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc, si on voit que les divertissements qui buzzent sont des divertissements choquants, violents et ou pornographiques, c'est parce que c'est ça précisément que le public demande. Et dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas une poignée de détraqués qui laissaient libre cours à leurs plus bas instincts sur le darknet, hein. Non, non, là on parle d'un public mainstream. La chaîne Local TV était l'une des plus grosses chaînes de Kick. Ça veut dire que maintenant, on n'a plus besoin de se cacher sur le darknet. On peut regarder des programmes horrifiants en toute liberté, sans complexe, et même en famille.
dites-vous que des parents regardaient cette chaîne avec leurs enfants comme si on était sur Disney Channel, hein. Et là, on est en face de 3 gros problèmes. Le premier, c'est que ce n'est plus un public de niche, mais une écrasante majorité de gens. Le deuxième, ce ne sont plus des gens pervers, déviants, malades, mais monsieur et madame tout le monde. Donc ça peut être ton voisin, ton boulanger, ton camarade de classe ou un parent. Et troisième problème, on ne s'en cache même plus. C'est devenu banal et ordinaire. Voilà la gravité de la situation. Un homme est mort en direct pour divertir des gens ordinaires. Et ce n'est pas le fruit du hasard, hein. Derrière la mort de JP, il y a un phénomène sociétal et psychologique qu'il est important de considérer pour comprendre comment on en est arrivé là et à quel moment le divertissement a-t-il sombré dans l'horreur. Contrairement à ce que la vague d'indignation liée à ce décès peut faire croire, il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'un long processus. C'est arrivé graduellement, sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Pour comprendre, il faut analyser un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité et décortiquer ce qui se passe sur le plan psychologique de tous les individus concernés, y compris vous et moi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, plongeons dans les méandres de la psyché humaine. L'expérience de Stanley Milgram. L'expérience de Stanley Milgram a pour but d'évaluer le degré de soumission et d'obéissance d'un sujet face à une figure d'autorité. Il y a 3 personnes dans ce protocole. D'un côté, on a le participant, donc le sujet de l'étude, qui joue le rôle du professeur. Et de l'autre, on a 2 complices, l'expérimentateur et l'élève. Le faux élève. L'expérimentateur va mentir en disant que le but de cette expérience est de prouver que les punitions favorisent la mémorisation. Donc, celui qui aura le rôle du professeur devra faire apprendre à celui qui jouera le rôle de l'élève une liste de paires de mots, comme « cheval blanc, nouveau livre, goût sucré ». Puis, le professeur interrogera l'élève. Si l'élève se trompe ou s'il ne répond pas, le professeur devra le punir en lui envoyant des décharges électriques dont l'intensité augmentera de 15 volts à chaque fois, jusqu'au seuil critique de 450 volts, qui est une décharge létale. Les participants le savent car au-dessus de la manette des 450 volts, il y a un écriteau rouge qui dit « Attention, danger ». Puis on fait tester le matériel à l'élève et au professeur avec une petite décharge de 45 volts pour qu'ils puissent constater que tout fonctionne parfaitement. L'élève et le professeur ne se voient pas car ils sont dans 2 pièces séparées et ils communiquent oralement uniquement. Par contre, l'expérimentateur restera aux côtés du professeur et c'est lui qui lui donnera les directives, notamment pour lui expliquer comment utiliser la machine qui enverra les électrochocs. Il y a 2 détails importants. Le premier, c'est que l'expérimentateur porte une blouse blanche de scientifique. Deuxième détail très important, le professeur ignore que l'élève ne reçoit aucune décharge électrique. C'est un enregistrement qui émettra des sons. Et au début, il n'y a que des petits gémissements, mais rien d'inquiétant. 75 volts, Jim. Mais au fur et à mesure que le voltage augmente, on entend des cris, des pleurs et même des supplications d'arrêter. 300 volts. I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. Get me out of here. Let me out of here. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. Lorsque le professeur commence à hésiter, l'expérimentateur lui ordonne, retenez bien ce mot, de continuer car l'expérience doit être menée jusqu'à son terme. Continue, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out. Let me out. I can't go on. He won't answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedures you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell them the number of volts, give them the punishment, read them the correct answer. Oh, man. Continue, please. Si malgré tout le professeur refuse de continuer, l'expérience s'arrête. Et les résultats sont extrêmement choquants. Premièrement, personne n'a refusé d'électrocuter l'élève. Deuxièmement, tous les sujets sont allés jusqu'à infliger des décharges de 135 volts. Et troisièmement, et c'est ça le plus choquant, 65% des sujets sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des décharges mortelles de 450 volts. Pourtant, tous les sujets ont demandé à arrêter quand ils voyaient que ça devenait un petit peu trop intense. Malgré tout, 65% d'entre eux sont allés jusqu'au bout parce qu'ils en avaient reçu l'ordre. The answer is arrow. 360 volts.
Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all the responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Gold, dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? 405 volts, the answer is moon. Concrètement, 6 à 7 personnes sur 10 sont prêtes à torturer et à tuer quelqu'un parce qu'on leur demande de le faire. Encore plus étonnant, c'est la réaction des sujets à la fin de l'expérience. Quand on leur explique que tout était faux et que personne n'a souffert, plusieurs sujets ont dit qu'ils ne se sentaient pas responsables de leurs actes parce que c'était dans le cadre d'une expérience et que l'ordre leur avait été donné. Ils ne sont pas auteurs de l'acte, ils n'ont fait qu'appliquer des consignes. Donc, si l'idée ne vient pas de moi, que je suis un simple exécutant, j'ai la conscience nette. L'expérience a prouvé que si on demandait à 10 personnes au hasard si elles seraient prêtes à torturer et à tuer quelqu'un si on lui en donnait l'ordre, tout le monde dirait non. Mais dans les faits, l'écrasante majorité serait prête à le faire. Mais attention, si et seulement si c'est une figure d'autorité considérée comme légitime qui le demande. En effet, il y a eu plusieurs variantes de cette expérience. Si le prof est dans la même pièce que l'élève et qu'il le voit, on tombe à 40%. Si l'expérimentateur n'est pas à côté du sujet physiquement, s'il est dans une autre pièce, on tombe à 20%. Si l'expérimentateur est une personne ordinaire qui ne porte pas de blouse blanche, on tombe également à 20%. Si on introduit un autre complice qui joue le rôle d'un deuxième professeur et que celui-ci s'oppose à l'expérimentateur, là on tombe à 10%. Et les 2 prochaines variantes sont les plus significatives. Si on met 2 expérimentateurs avec le sujet, donc 2 figures d'autorité, et que ces 2 figures d'autorité se disputent sur le fait d'arrêter ou de continuer l'expérience, on tombe à 0% de soumission. Par contre, s'il y a un expérimentateur plus une personne lambda qui sont tous les deux d'accord pour poursuivre l'expérience, le taux de soumission grimpe à 92%. Donc, il suffit qu'il y ait un leader et un suiveur pour qu'un individu suive le mouvement, même s'il n'en a pas envie. On pourrait penser que c'est une vieille expérience obsolète qui ne fonctionnerait plus aujourd'hui, mais c'est faux. En 2010, le concept de cette expérience a été repris dans le cadre d'une émission télé où cette fois, la figure d'autorité était la présentatrice de l'émission et voilà ce que ça a donné. Tout de suite, nos 2 candidats. Près de 80 personnes ont participé, 2 par 2. L'un devait poser les questions et l'autre y répondre en se rappelant une suite de mots associés. Ils sont supervisés par l'animatrice qui représente ici l'autorité. Vous êtes maintenant le maître du jeu. Allez-y. À chaque mauvaise réponse, le questionneur envoie une décharge électrique au candidat. Au départ de 20 volts, celle-ci augmente progressivement jusqu'à 460 volts. Plus il y a d'erreurs, plus le choc électrique sera puissant. En réalité, le candidat est un acteur, il simule les mauvaises réponses et ses réactions. Pas de réponse. On va arrêter. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Allez-y, continuez, c'est la règle. Qu'en pense le public ? Le rôle de l'animatrice est ici crucial. Chaque mot qu'elle prononce est calculé pour mettre de la pression supplémentaire au candidat et le pousser à obéir davantage. Est-ce qu'on peut arrêter ou... Vous laissez pas impressionner, continuez. Pour le sujet qui hésite, cette injonction va le pousser à se concentrer sur la procédure, donc à revenir à ses manettes et ne pas penser aux conséquences pour la victime. 80% de ces gens, dans la situation la plus naturelle de jeu, se sont comportés comme de possibles tortionnaires. C'est exactement ce qui s'est passé dans le local. Naruto et Safin étaient les leaders, donc 2 figures d'autorité. Kudu, le suiveur, qui était d'autant plus influençable car lourdement handicapé. Il y a eu d'autres suiveurs, des personnes lambda invitées à participer à l'émission qui, on le voit bien, hésitent à frapper JP, mais finissent par le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont que de simples exécutants et qu'ils sont dans un cadre où tout est accepté et toléré. La violence a tellement été normalisée et on a tellement fait croire que JP était consentant que des personnes ordinaires ont commis des crimes qu'elles n'auraient sans doute jamais commis dans un autre contexte.
Pour le spectateur, c'est encore plus simple, car concrètement, il ne fait rien. Il se contente de regarder passivement, comme des milliers de spectateurs, donc il ne se sent pas responsable. Ceci dit, il y avait des spectateurs actifs. Ceux qui commentaient, et on voit bien la cruauté de leurs propos, ceux qui envoyaient des dons durant les lives, et ceux qui suggéraient des actes de torture et qui n'hésitaient pas à faire des réclamations si le spectacle n'était pas assez violent à leur goût. C'est quoi ces lives de merde que vous nous proposez là? Oh, c'est quand le retour vous allez niquer JP là? Vous avez peur de Mediapart là? Vous avez peur? Après le dernier live, il a quand même pris une rafale de claques. Mais encore une fois, ce sont les tortionnaires de JP qui encourageaient les spectateurs à participer activement et à prendre part au jeu. Concrètement, c'est comme s'ils disaient « Nous prenons l'entière responsabilité de ce qui se passe dans le local, donc lâchez-vous ». Et comme la demande des spectateurs était satisfaite, c'est que quelque part, ce n'était pas si farfelu que ça. Les actes demandés étaient appréciés dans le chat puisque tout le monde applaudissait, donc ce n'était peut-être pas si grave que ça. Si ça avait été grave, quelqu'un se serait opposé, non? Les gens auraient protesté. Mais si tout le monde accepte, que tout le monde rit et que tout le monde applaudit, on en vient à se dire que c'est normal. La validation collective désinhibe et déresponsabilise complètement, et l'agression donnée en pâture au public devient contagieuse. Et j'insiste sur le fait que ce soit collectif, car il y a plusieurs biais cognitifs en action dans cette dynamique. La preuve sociale, le biais de conformité et l'effet témoin. La preuve sociale, c'est accorder de l'importance à l'avis du groupe lorsqu'on est indécis. C'est croire qu'un comportement est approprié à partir du moment où tout le monde le fait, ce qui revient à dire que la vérité, c'est les autres. Et comme le disait Walter Lippmann, lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Le biais de conformité modifie nos opinions et comportements pour correspondre à ceux du groupe majoritaire, même si cela contredit nos croyances initiales. Et enfin, l'effet témoin, aussi appelé l'effet spectateur. Notre réaction face à une personne en danger. La probabilité de secourir une personne en détresse augmente si on est seul, mais elle diminue s'il y a d'autres personnes autour de nous. En fait, plus on est nombreux, moins on réagit. Chacun pense que quelqu'un d'autre va passer à l'action, que quelqu'un d'autre va faire, et du coup, personne ne fait rien. C'est ce qu'on appelle la dissolution de la responsabilité. Imaginez qu'on mette une goutte de colorant rouge dans un dé à coudre rempli d'eau. L'eau deviendra rouge. Dans un pichet de 2 litres, l'eau prendra une teinte rosée. Et dans un tonneau de 50 litres, l'eau ne changera pas de couleur. La goutte de colorant rouge, c'est la notion de responsabilité. Elle se dilue dans la masse. Plus le volume est important, plus elle disparaît. Quoi qu'il en soit, concernant ces 3 biais cognitifs, ils ont en commun qu'ils dédouanent tout individu de sa propre responsabilité. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude menée en 1971 par Philippe Zimbardo à Stanford va vous glacer le sang. L'effet Lucifer. Cette étude devait durer 2 semaines, mais elle a été interrompue au bout de 6 jours seulement, tellement elle avait pris une tournure dramatique. Le but était d'étudier le comportement humain en milieu carcéral. Zimbardo voulait démontrer que les comportements humains sont plus influencés par les conditions environnementales que par leurs propres valeurs individuelles. Dans cette simulation d'incarcération, 24 personnes en bonne santé physique et mentale, de milieux socio-économiques divers, vont être séparées en 2 groupes par tirage au sort. D'un côté, on a les détenus et de l'autre, les gardes. Les détenus sont enchaînés, on leur met des blouses blanches sans sous-vêtements et on remplace leurs noms par des numéros, ce qui revient à les déshumaniser, retenez bien cette information. Les gardes, eux, sont en tenue vert kaki, ils ont des lunettes noires qui empêchent le contact visuel avec les détenus et ils sont équipés d'une matraque. L'équipe de Zimbardo explique aux gardes qu'ils sont libres de gérer cette fausse prison comme ils le veulent, à condition qu'il n'y ait pas de violence physique sur les détenus. Mais en moins de temps qu'il en faut pour le dire, l'expérience a complètement dégénéré. Très vite, les détenus ont été maltraités physiquement et psychologiquement par les gardiens qui étaient de plus en plus sadiques. Ils prenaient vraiment plaisir à les torturer. Ils les ont attaqués avec des extincteurs, ils les ont privés de nourriture, d'accès à la salle de bain, ils ont également été privés de leur matelas, donc ils dormaient à même le sol. Ils les forçaient à faire de longues sessions de pompe et autres exercices physiques épuisants. Ils leur ont également enlevé leurs vêtements, donc certains étaient nus. Et enfin, ils leur ont infligé des actes d'humiliation sexuelle. Détail très important, ils faisaient tout cela la nuit car ils pensaient que les caméras qui filmaient le déroulé de l'expérience ne les verraient pas,
preuve qu'il savait que ce qu'il faisait était mal. Mais encore plus choquant, c'est la réaction de l'équipe de Zimbardo. En effet, son équipe comprenait à peu près 50 personnes, donc il y avait des psychologues, des étudiants en psychologie, un prêtre, etc., qui ont tous vu ce qui se passait. Mais personne n'est intervenu, personne n'a mis fin à cette expérience. C'est Christina, la petite amie de Zimbardo, qui a mis fin à l'expérience quand elle a rejoint l'équipe le 6e jour. Elle était tellement horrifiée par ce qu'elle a vu qu'elle a exigé de tout interrompre sur le champ. Après 6 jours de maltraitance, les détenus étaient tous dans un état de détresse psychologique avancé. Certains avaient des grosses réactions psychosomatiques, comme des eczémas sévères sur tout le corps. Ils avaient des crises de larmes incontrôlables et ils présentaient tous des désordres cognitifs sérieux, comme le fait d'être complètement désorientés et désorganisés. Et tout cela en seulement 6 jours. Dans le cas de JP, ça a duré plusieurs mois et le stream qui a mis fin à ces jours a duré 12 jours d'affilée, c'est-à-dire le double de ce qu'ont subi les prisonniers de Zimbardo. Cette expérience a montré que les gens peuvent adhérer très rapidement au rôle qu'on leur attribue, et ce, malgré leurs croyances et leurs valeurs de base. Mais aussi que les circonstances peuvent complètement dépouiller les personnes de leur individualité, et ce, quel que soit le rôle social qu'on leur attribue. Même les prisonniers avaient complètement intériorisé leur statut de prisonnier. En effet, Zimbardo leur avait proposé une libération conditionnelle s'ils refusaient de toucher l'argent qu'ils étaient censés recevoir à la fin de l'expérience. Tous les détenus ont dit oui, on veut partir. Puis, Zimbardo leur a dit qu'après réflexion avec la hiérarchie, ils n'auraient pas droit à cette libération. Et là, aucun détenu ne s'est dit « moi, j'arrête ». Les autres font ce qu'ils veulent, mais moi, je demande à quitter l'expérience. Comme s'ils étaient de vrais détenus et non des sujets d'une expérience qu'ils pouvaient quitter à tout moment. Rien, absolument rien, ne les obligeait à continuer. Mais ils avaient acquis la conviction qu'ils n'étaient plus libres, qu'ils étaient de vrais prisonniers. Tous les éléments de cette expérience se retrouvent dans ce qui se passait dans le local. Un jeu de rôle social avec d'un côté des dominants et de l'autre des dominés, des tortionnaires de plus en plus sadiques, et une victime qui acceptait son sort et qui n'arrivait même pas à envisager l'idée de partir, et dont la santé physique et psychologique s'est dégradée. Je vais finir avec une 3e expérience qui va vraiment vous donner des frissons d'horreur. Rythme 0, 1974. L'artiste Marina Abramovic met en place une performance impliquant le public pour montrer jusqu'où ce public peut aller si elle-même, en tant qu'artiste, n'intervient pas ou ne réagit pas. Marina se place au milieu d'une pièce, immobile, et le public peut lui faire tout ce qu'il veut durant les 6 heures que durera la performance. Pour ce faire, le public a à sa disposition une table remplie d'objets. Des objets de plaisir et des objets de souffrance. Parmi les objets de plaisir, on trouve des plumes, des fleurs, du parfum, des raisins ou du vin. Et dans les objets de souffrance, il y a un couteau, des ciseaux, des lames de rasoir, mais également un pistolet chargé d'une balle. Un détail très important, ce sont les instructions sur le déroulé de la performance données par Marina elle-même. Je cite : « Sur la table, il y a 72 objets avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je suis un objet. Je prends la responsabilité de tout ce qui se passera. » Au début, les intervenants sont plutôt doux avec Marina. Ils s'amusent juste à lui lever un bras, la changer de position. Certains lui font même un petit câlin. Mais plus le temps passe et plus le public devient violent. L'un des intervenants a pris le revolver chargé d'une balle qu'il a pointé sur Marina pour vérifier si elle allait réellement rester immobile ou si elle allait réagir. Elle n'a pas réagi. C'est le garde qui est intervenu et il a jeté le revolver par la fenêtre. À partir de là, tout a dégénéré. Certains ont coupé ses vêtements et les ont arrachés. Ils lui ont planté les aiguilles d'une rose dans le corps. L'un d'eux lui a entaillé le cou avec une lame de rasoir pour boire son sang. Ils l'ont allongé sur la table avec un couteau entre les jambes. Et enfin, ils l'ont agressé sexuellement. La performance prend fin à 2h du matin. Ça faisait des heures que Marina n'était qu'une poupée manipulable à souhait. Et là, elle se remet à bouger, à se recomporter comme un être humain et commence à regarder son public. Et à ce moment-là, le public prend la fuite. Tout le monde est parti. Les gens ne pouvaient pas se confronter à moi en tant que personne. Je me rappelle être rentrée à l'hôtel. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai trouvé de grosses mèches blanches dans mes cheveux. Comme dans les expériences précédentes, on constate que quand il n'y a ni règles, ni conséquences, ni punitions, et que d'autre part on décharge le public de toute responsabilité, les gens se montrent extrêmement violents. Mais ce que cette expérience montre en plus, c'est que cette violence s'exprime quand on déshumanise la victime.
quand on la voit comme un objet. Ce n'est plus un être vivant qui pense et qui ressent, mais une chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le local, encore une fois. Derrière un écran, JP n'est plus vraiment un être humain, mais un personnage de fiction. L'écran agit comme un filtre qui sépare le réel et le virtuel. Exactement comme les lunettes des gardiens, la cloison entre le professeur et l'élève, et le visage inexpressif de Marina, qui pose une limite qui donne l'impression que, en face de soi, on a un objet et non un être humain. Deuxièmement, il n'y a strictement aucune règle, aucune limite dans le local. Troisièmement, il n'y a aucune punition. Malgré les nombreuses plaintes, Naruto et ses sbires n'ont jamais été inquiétés. Pas d'amende, pas de prison, aucune sanction. Au pire, ils risquaient la suppression de la chaîne ou de leur compte, mais rien de dissuasif. Et enfin 4, ce n'est pas parce que la victime a l'air consentante qu'elle l'est. Marina était dévastée après la performance, elle a joué le jeu, mais elle en a souffert. De la même manière, JP souffrait terriblement et ça se voyait. Là, c'est bon, là, c'est bon! Appelle les flics, appelle les flics! Voilà, appelle les flics! Lâche-moi! Lâche-moi! Il a demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Il n'était pas consentant du tout. Tu fais quoi ce soir? J'ai entendu ce soir que tu sortais. Normalement, ouais. Et bah, ce soir, after kick jusqu'à 6h du matin. Bon, là, c'est pas une blague. Nous sommes en live jusqu'à 6h du matin ce soir. Là, y a pas de du tout. JP là il a bougé, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, mendier, et tu récupères les doubles clés, et puis il rentre chez sa mère la pute. Est-ce que t'as déjà été triste après un live? Oui. Ouais. Cette tristesse a duré plus de 24 heures. Oui. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Si tu pourrais partir, je partirais. Ouais. Coincé pour un moment avec son jeu de mort. Je pense que là ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. C'est bon, on m'est marre, je ne veux me barrer, il veut pas, il me séquestre. Le concept de cette chaîne est un exemple criant et parfait du phénomène de groupe dans le cadre du harcèlement. Que ce soit le harcèlement familial, scolaire, au travail, dans les médias, c'est toujours la même dynamique. Au moins un meneur, au moins un suiveur, tous les autres qui applaudissent, et ceux qui ont le pouvoir d'arrêter le massacre, mais qui ferment les yeux. Si je disais ce que je pensais vraiment, alors je me serais fait défoncer tout. Quand le live il se cut, il est en pleurs, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en pleurs, il est vénère, il est triste. Il prend sa douche en 2 spies, il rentre chez lui, hein. Mais il repart en pleurs et tout, ça me choque. Et eux ils rigolent, ils s'en battent les Naruto il vient me voir et tout, il me dit frérot s'il pleure c'est pas grave. Tant qu'on fait plus de 20 000 € par mois, au moins tout le monde est payé, donc on le fait pas pleurer pour rien. Moi je suis en mode frérot c'est pas bien, c'est un humain tu vois. Ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait ouais t'es sérieux ce que tu dis? Moi je fais bah non, je rigole. T'as raison. Après je suis parti et JP, sois pas un lâche frérot, va porter plainte. Les harceleurs imposent la loi du silence. Parler, c'est prendre le risque d'être la prochaine cible. La peur ferme les yeux et la bouche. C'est ce qu'on appelle le règne par la terreur. Preuve encore une fois que le local savait très bien ce qu'il faisait. Mais a-t-il fallu attendre Internet et l'explosion des réseaux sociaux pour monétiser le harcèlement et l'humiliation? Pas du tout. Il y a eu plusieurs précédents, à commencer par les programmes télé. La mort de JP a provoqué une vague d'indignation, mais on n'est pas arrivé à ce résultat du jour au lendemain. Ça s'est fait graduellement, sur plusieurs années. Prenons l'exemple de la grenouille qu'on fait bouillir vivante. Si on plonge une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle va sauter immédiatement hors de la marmite. Par contre, si on la place dans une marmite d'eau froide, elle ne bougera pas car elle ne reçoit aucune douleur. Maintenant, on va faire bouillir l'eau à feu très doux en augmentant la température d'1 degré seulement toutes les 10 minutes. Et là, le corps de la grenouille va s'adapter naturellement à chaque degré supplémentaire. Elle ne se rend pas du tout compte que l'eau est en train de chauffer, donc elle ne bouge pas. Mais quand son système nerveux va ressentir de la douleur, il va lui envoyer le message qu'il faut quitter la marmite d'eau chaude. Mais à ce moment-là, ses muscles sont tellement engourdis par la chaleur qu'elle ne peut plus sauter. Elle était déjà en train de bouillir depuis longtemps, mais elle ne s'en rendait pas compte. Quand elle réalise qu'elle est en danger de mort, c'est trop tard. Son corps agonisant ne lui permet plus de s'enfuir et elle meurt dans l'eau bouillante. De la même façon, notre conscience a été désensibilisée petit à petit, de telle sorte qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on perdait nos valeurs morales et notre humanité.
L'exemple parfait, ce sont les caméras cachées. Le principe est simple, piéger des gens dans une mise en scène filmée pour voir leur réaction. Comme pour tout, ça part d'un bon sentiment, c'est plutôt gentil et bon enfant. Puis on va de plus en plus loin pour créer l'émotion et c'est là que ça dérape. Prenons le cas de Virginie Efira, à qui on a offert un baptême de l'air en hélicoptère, dans le but de simuler un accident. C'est-à-dire que le pilote a fait semblant de perdre le contrôle de l'appareil, qui était en chute libre, prêt à s'écraser au sol. Virginie a vraiment cru qu'elle allait mourir. Elle a eu la peur de sa vie. Et quand on lui a dit que c'était une blague, elle était en état de choc. Elle était littéralement traumatisée et elle en a gardé des séquelles de cette expérience. C'est ainsi que les caméras cachées sont devenues des pranks, notamment avec Rémi Gaillard, pour ne citer que lui. Notez qu'au début, il postait des vidéos où on voit qu'il est extrêmement doué avec un ballon de foot et qu'il faisait vraiment des choses impressionnantes. Mais ce n'est pas pour son talent que les gens se sont intéressés à lui. Le succès lui vient de ses pranks. Plus ils étaient débiles et ou malveillants, plus les gens applaudissaient. Rémi Gaillard n'avait strictement aucun respect, pas de dédommagement pour les pertes ou les détériorations que les victimes subissaient. Concrètement, son boulot, c'était de faire chier les gens. Si vous avez trouvé ça drôle, demandez-vous comment vous auriez réagi si c'était vous la cible de ces pranks. Alors, quelle est la différence entre les anciennes caméras cachées et les pranks d'aujourd'hui ? Au début des caméras cachées, on riait avec la personne. Et dans les pranks d'aujourd'hui, on rit de la personne. Et pour s'en rendre compte, c'est très simple. Il suffit de voir la réaction de la personne piégée après qu'on lui ait révélé que tout était faux. Quand il s'agit d'une blague, la personne rit. Donc là, ça veut dire qu'on rit avec la personne. Mais quand c'est de la méchanceté gratuite, la personne ne rigole pas. Elle est en colère, en pleurs, en état de choc, mais dans tous les cas, elle n'est pas heureuse du tout. Et c'est là qu'on voit qu'on rit de la personne, à ses dépens, à son détriment. Autre exemple, Jackass. L'émission est, je cite, une série de mauvais tours audacieux et ridicules, ainsi que des cascades de mauvais goût, souvent douloureuses, réalisées par des amateurs de sport extrême pour le plaisir du public. Concrètement, le principe de Jackass, c'est de mettre sa santé et sa vie en danger pour divertir. Encore une fois, le fondateur de Jackass, Bam Margera, avait un réel talent. C'était un prodige du skate et il en avait fait sa carrière. Mais les gens étaient plus intéressés par les conneries qu'il faisait que par ses figures de skate. Voilà comment on est passé d'un contenu skater à un contenu trash qui va donner naissance à l'émission Jackass sur MTV. Nous savions qu'il y avait là une bande de crétins qui avait une très grande tolérance à la stupidité et à la douleur. Je n'ai jamais regardé un seul épisode de cette émission, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai regardé quelques extraits sur YouTube et comment vous dire, les mecs, lâchez un like pour les neurones que j'ai perdus dans la bataille, s'il vous plaît, je me suis vraiment sacrifié. Je m'appelle Steve-O et c'est le cocktail de caca bien frappé. Alors non, vous ne rêvez pas, c'est bien une douche d'excréments. Voilà le niveau des blagues, hein. Steve-O est certainement le membre le plus disjoncté et incontrôlable du groupe. Lors d'une cascade, par exemple, il s'est aspergé de carburant et ses potes ont allumé le feu. Voilà, donc il aurait pu mourir et il a fallu lui faire une greffe de peau. Le truc, c'est que il y a un gamin qui s'est transformé en torche humaine en voulant reproduire cette cascade et il s'est retrouvé aux urgences avec des brûlures au 3e degré sur tout le corps. On reviendra un petit peu plus tard sur l'impact du divertissement sur un jeune public et la responsabilité parentale. Steve-O a foutu un bordel pas possible sur le plateau de la méthode Koé, notamment en pissant sur le bureau et en montrant son pisse. Oui. Même Koé, qui quand même est réputé pour faire de la télé-poubelle, a été choqué. Et le passage que je vais vous montrer a été censuré. Il n'a jamais été diffusé à la télé. Remets-toi à ma place, il a pissé sur le bureau, t'es quoi? Je vais me mettre à ma place.
Je tenais juste à vous faire mes excuses, je suis sincèrement désolé. Je pensais que ce garçon était à peu près dans un état normal et que ça se limiterait à une bonne blague de potache, à rentrer dans des sièges et à faire des machins. Je suis désolé, je pensais pas que ça serait un spectacle pareil. Et comme j'ai pas envie non plus de vider des invités comme des malpropres, et pourtant, je tenais à m'excuser auprès de vous, voilà. J'aimerais qu'on me chope le mec, je le dis franchement, le mec qui gère Stivo, que j'ai vu ce matin, qui m'a dit, je promets qu'il va se calmer et qu'il va être super bien. Le mec, je veux le voir. Vous me le coincez dans un coin parce que c'est irrespectueux ce qui s'est passé. Stivo, il est dans un état, on peut pas lui parler, l'autre connard, vous me le ramenez. Et j'ai 2 mots à lui dire après l'émission. Donc, à l'époque, ça choquait. Mais aujourd'hui, point d'interrogation. Concrètement, plus Rémi Gaillard nuisait aux autres et plus les Jackass se mettaient en danger de mort, plus ils étaient appréciés et payés. Et là, un petit examen de conscience s'impose. Si vous avez ri à ce genre de mise en scène, vous avez contribué à les mettre en avant, à valoriser et à normaliser des comportements extrêmement toxiques. Love Story. C'est la première télé-réalité en France et elle marque un tournant dans le divertissement télévisuel français avec une véritable explosion d'audience. Et son succès, elle le doit au voyeurisme et à la soif de sensationnel des téléspectateurs. Gardez en tête ces 2 ingrédients. Au départ, Love Story divise autant qu'il fascine. On trouve ce programme choquant, abrutissant et avilissant, mais très rapidement, le concept est entré dans les mœurs et on a vu une flopée de programmes similaires. Programmes qui, pour être compétitifs, devaient être encore plus choquants que les précédents. Une surenchère qui aujourd'hui fait passer l'île de la tentation pour un épisode de Dora l'exploratrice. Et oui, le public s'habitue à tout. Ce qui nous scandalisait hier est normal aujourd'hui et sera obsolète demain. C'est ce qu'on appelle l'effet de contraste. Voilà comment des émissions comme Un dîner presque parfait, 4 mariages pour une lune de miel, Nouveau look pour une nouvelle vie paraissent incroyablement mignonnes en comparaison. Et celles-là, je les ai regardées alors que j'avais en aversion tout ce dont j'ai parlé auparavant. Pourtant, ces programmes ne sont pas innocents du tout car ils reposent tous sur la moquerie et l'humiliation publique des participants. Toutes ces émissions se terminaient en apothéose le 5e jour, le vendredi, jour des règlements de compte et des disputes, qui était la partie préférée des téléspectateurs. Bon, moi c'était l'inverse, je zappais cette partie, mais tout le reste, j'appréciais. Que comparé à Jackass et à Secret Story, c'était tout à fait acceptable à mes yeux. Alors que le fond n'était pas du tout édifiant. Les valeurs qui étaient véhiculées, c'était la compétition, l'hypocrisie, la triche, les manigances, la mauvaise foi, que des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs morales. Et que dire de la Nouvelle Star sur M6 avec les fameuses casseroles de la Nouvelle Star, cette compilation des pires prestations auxquelles tout le monde a ri. Et à mon corps défendant, j'ai ri. Nous avons ri. Je reviendrai sur cette émission dans une autre vidéo car il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais tout ça pour dire que on a fini par accepter et assimiler des choses inacceptables de façon graduelle et progressive. C'est en fermant les yeux sur une petite chose, puis une autre et encore une autre, qu'on a banalisé ce qui ne devrait jamais l'être. Les bases étaient posées. Notre esprit était fin prêt à accueillir des contenus qui auraient dû nous déranger. Les médias traditionnels nous ont conditionnés pour aimer des choses détestables sous couvert d'humour et de divertissement. Nous étions prêts à passer à l'étape supérieure avec Internet et les réseaux sociaux. Je suis déjà à 30 minutes d'enregistrement et je me rends compte que je ne suis qu'à la moitié de mon script. Oui, les enfants. J'ai une 40aine de pages. Donc, comme ce que j'ai fait pour la vidéo concernant P. Diddy, je vais couper cette vidéo en 2 et la deuxième partie, je vous mets un petit teaser. L'histoire tragique d'une influenceuse chinoise qui va décéder des suites de ce que l'on appelle un mukbang, une orgie alimentaire qui est filmée en vidéo dans le seul et unique but de divertir la galerie. Et tombe sur le corps de sa petite amie, inerte. Toujours en direct, il la traîne à l'intérieur. Sauf que là, Valentina est déjà morte. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous ne raterez pas cette suite épique sur les dérives du divertissement. Comme vous le savez, le rythme de sortie des vidéos dépend de mon état de santé, donc je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais d'ici là mes petits jambons, prenez soin de vous, bisous bisous.